Donc, vous allez aujourd'hui assister à la conférence de Fatou Kandé Senghor, dont le thème et le titre est la densité pour l'élévation, l'artiste hip-hop et sa confrérie. Donc cette conférence est en fait dans le cadre d'une académie organisée ici par Raw. Raw qui organise chaque année deux sessions sur des thèmes liés à l'art, à la société, à la politique, etc. Donc cette session-là s'appelle les 5 éléments hip-hop, esthétique et politique. Et en fait, on a un certain nombre de jeunes étudiants, étudiantes qui, pendant 7 semaines, vont avoir chaque semaine 2 personnes, des chercheurs, des chercheuses, des artistes, qui vont venir leur présenter leur rapport à l'art, au hip-hop, etc. Donc là, je vais vous faire une petite biographie de Fatou Kandé Senghor. Je vais juste la lire parce que ce n'était pas prévu. Donc, lecture. Fatou Kandé Senghor est une artiste et réalisatrice de films documentaires, de programmes et de fiction télévisée. Elle est aussi formatrice en vidéo auprès d'étudiants et de jeunes en difficulté d'apprentissage. Son film documentaire intitulé Giving Birth, un portrait de l'énigmatique sculptrice casamançaise Seyni Awakamara, a été présenté à la Biennale de Venise en 2015. Elle a publié plusieurs articles dans des revues sur les thématiques du genre, des cultures urbaines et du cinéma africain. Elle est aussi la fondatrice de WAM Studio, un espace d'art d'où gravitent de jeunes artistes, de cinéastes et chercheurs afin d'explorer l'intersection entre l'art, les technologies et la politique en Afrique. Elle a aussi publié en 2015 Wallabok, une histoire orale du hip-hop au Sénégal chez Amalion Publishing. Il s'agit d'une anthologie qui se concentre sur 2 générations d'artistes constitutives du mouvement hip-hop au Sénégal. La pratique artistique de Fatou Kandé Senghor combine photographie, film, installation publique, écriture et recherche pour explorer les concepts intimes tels que l'identité, la communauté, la religion, l'histoire et la géographie. C'est beaucoup plus long, je ne vais pas tout vous faire. Elle vous saura se présenter mieux qu'on peut le faire avec des mots et de la lecture, donc voilà. Et bienvenue, et je lui laisse la parole. Salam alaikum. Les gens qui ne sont pas partis à Touba, qui vont avoir un carton rouge. Vous allez bien? Je suis pas très fraîche. Ça fait 3 jours que je parle, que je m'entends et que j'échange. Et c'est magnifique. Je veux remercier les organisateurs de cette session AP. Parce qu'elle était moi qui vois, parce que c'était génial de pouvoir débattre de ce que l'on est, de ce que l'on a trouvé, et le partager avec des gens qui sont entre l'académique et le non-académique. Donc c'était fort éreintant, et je me disais, le citoyen lambda qui pense que la production intellectuelle n'est pas fatigante physiquement, ça aurait été bien qu'il s'essaye à cet exercice-là. Bon, ben, Dalena Guillermo, et bienvenue à ma conférence. On va utiliser un mot pompeux comme ça, même si en fait, des nuits Hawaii avant l'heure, puisqu'il y a un horaire pour ça. J'aimerais parler du hip-hop, parler de ces enfants que nous sommes, de ceux qui les ont construits, de ce qu'ils y ont trouvé et ce qu'ils pensent être en train de faire aujourd'hui. Ça n'engage que moi. C'est ma part de vérité, ma compréhension, mon constat. Et puis bien sûr, on débat avec vous, voir des d'accord et des non d'accord. Ok? Je vais commencer par un extrait. Comme ça, après, on n'a plus la technologie à gérer. Je vais montrer un extrait de mon travail en devenir, en préparation, pour moi, qui est la symbiose de tout ce que je fais, en photo, en vidéo, en écrit, en réflexion, en vie, en manière d'être, parce qu'il y a
la suite de Wallabok, le bouquin, c'est une série. Une série qui s'appelle Wallabok, Comment va la jeunesse, une série de 30 épisodes écrits sur 3 saisons, donc de 90 histoires de 26 minutes, qui racontent tout ce qui se passe dans la vie de quelqu'un versé par le livre. Alors, j'ai toute une génération qui a 4, 5, 6 ans, puis 16, 17, 18 ans, puis 20, 22, 23, jusqu'aux 50. Et chacun a une histoire particulière qui se déroule dans cet univers qui est le nôtre, urbain et non-urbain, au Sénégal, et qui en fait vont nous raconter l'histoire des Sénégalais, mais à travers le prisme du hip-hop. Donc je vous montre un teaser, et ensuite on revient pour me situer un peu là où je suis dans mon art aujourd'hui, et nous revenons à notre discussion. Cette année, j'ai décidé de mettre 2 millions et mixtape et une tournée nationale. Attaquer le politique, c'est presque un fonds de commerce finalement, parce que c'est possible. Donc même quand il n'y a rien de vraiment, quand il n'y a pas d'événement perturbateur, qu'est-ce qu'on fait? Je pense à des groupes qui sont spécialisés dans la défense des gens, dans la défense du peuple. Donc c'est cette discussion-là que j'ai envie d'avoir avec vous, et de creuser un peu plus. J'avais plein de listes de noms et tout ça, parce que juste pour situer, sans
sans vouloir critiquer personne, c'est un peu à dire. Des gens ont changé aussi parce que quand je me préparais, je parlais à des copains et j'ai dit Baïas, c'est quoi papa? La Baïas, vous l'avez Baïas pour moi, et je me dis bon, ok. Ok. Mais quand je retrace tout ce que j'écoute, et je me dis mine de rien, c'est très clair. Il me semble que les seuls que je n'ai pas entendu parler de leur religion vraiment, finalement, ce sont les fils issus de la chrétienté. C'est professeur, c'est what's his name again? C'est dit. Y a pas, Jésus n'est pas très à côté d'eux dans leur son, dans leurs choses. Mais chez les musulmans, c'est presque nécessaire. Sinon, on est presque un fake à ne pas citer son brotherhood ou sa religion. Alors, quand on nous pose la question, donc votre hip-hop, où est-ce qu'il va, où est-ce que ça marche? Ok, il y a ceux qui disent ça marche, il y a ceux qui disent c'est un mouvement, etc. Il y a ceux qui croient encore à ce type de théorie. Et puis, il y a ceux qui se disent, mais la vérité, est-ce qu'on peut la dire et où est-ce qu'on peut la dire? Et cette vérité qu'on ne peut pas dire, en fait, c'est elle qui prouve que finalement, est-ce que le hip-hop aujourd'hui n'est pas juste un autre mot pour déterminer les pauvres Sénégalais que nous sommes, élevés dans des familles où on ne peut pas échapper au fait que nos vies politiques, nos vies sociales, nos vies religieuses, en fait, sont un tout. C'est pas trois trucs différents, c'est un bloc, et ce bloc-là, on ne peut pas prendre un marteau et un truc et casser le bloc. Donc, on fait quand même l'effort d'acquérir de la densité, parce que les Sénégalais, là, ils savent lire, ils savent amonceler des choses. En connaissance, c'est indéniable, ils ont des trucs à eux. Mais c'est peut-être la question à poser après, c'est à quel moment l'élévation, elle vient? Parce qu'on livre dans l'élévation, parce qu'on est assez dense, on a fait un tout, on a tout mis ensemble, on a un avis qui est cohérent. Et pour le moment, cette cohérence, elle est vachement difficile à distinguer quand on analyse nos envies, nos fringues, nos modes de vie, nos paroles, tout ça devient quelque chose d'assez oui et non en même temps. Il y a toujours le côté contraire de ce que l'on a dit qu'on voulait ou qu'on pouvait faire. So can we talk about that? C'est moi qui désigne tout de suite, qui pose une question. Bon, d'ailleurs, qu'on échange là-dessus et qu'on ait, je veux dire, la franchise. Bon, on est des médias. Qu'on ait la franchise. Vous, monsieur, bonjour. La question du jour. La question du jour. Attends, shoot, alors on va faire un shoot. Moi, je vais en vrai parce que je n'ai pas fini de dire. Ah, ouais, ok. Tu m'as plein de questions très intéressantes. Il faut que je parle fort. L'organisatrice a dit de parler fort dans le micro. Voilà, donc je vais en fait dire 2 à 3 trucs, je vais revenir. Oui, ok, tu as de bonnes contributions, ça m'intéresse aussi. Vas-y. Alors, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est que y a-t-il une sorte de définition, une sorte de dictionnaire du corps? C'est ça qu'il faut pas changer. Soit rien comme ici. Je pense que la tonalité de l'hypoparie chez nous, qu'il a fait ce qu'il a fait, ou qu'il a contribué à faire ce qu'il a contribué à faire, il est quand même avec un contexte national, politique, social et politique. Et je pense que par conséquent, son évolution va être également dictée en grande partie par ce contexte. Notamment son rapport aux politiques. Ce que nous avons fait en 2000, on oublie maintenant, on parle de 2012.
temps bon commencé 2000, où les jeunes ont pu, tout en étant en dehors du processus électoral, influencer les élections. Les jeunes n'étaient pas dans les partis, ils n'étaient même pas inscrits, que ce soit les gens de l'époque comme les jeunes à qui ils parlaient. Ils ont pu créer une sorte d'ambiance par leur texte qui a permis d'influencer ceux qui votaient cette désaccord. Pour moi, c'était ça la grande question. Donc 2012 est une sorte de conjoncture tout simplement. Focaliser sur le feu, voilà. Et pas sur tes paroles. Voilà. Okay. Et déjà, je pense que c'est à partir de 2000 qu'il y a eu cette sorte de saturation politique, en tout cas de tournant, qui a fait que les thèmes, il y avait un renouvellement des thèmes à faire. Après les avoir installés, on ne peut pas qu'on y a parlé de politique, même s'il fallait se connaître. Mon point de vue, c'est en 2000, il y a une sorte de déclic qui a dépassé un peu l'axe des textes. Et c'est là que la religion a commencé déjà à faire cette sorte d'entrée en force. Si on revoit les déjà, ça c'est un point extrêmement important. Mais j'ai une question pour toi, avant que tu ailles plus loin. Est-ce que ce n'est pas Ablaye Wade qui leur a montré l'exemple? Ablaye Wade, quand il allait à Touba, il s'asseyait par terre. Tu te souviens? Il était très pro-Mouride, à déclarer. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas contribué aussi à les gens? Ablaye Wade, c'était notre fans, comme on dit. On était dans ces trucs, dès qu'il disait quelque chose, on n'avait même pas compris, on disait ouais, parce que ça y est, il était là, quoi. Et on avait contribué à, tu vois, à être avec lui, là. Est-ce qu'il ne nous a pas aussi un peu embrigadé à un moment donné? On était aveugles, et puis pof, il s'assoit par terre, on s'assoit par terre aussi, quoi. C'est très intéressant ce truc-là. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas parlé vers ça, mais sans définitivement comme ça. On a lu en 2000 avec toutes les histoires et tout. Mais moi, ça me compte très vite que ce n'est pas forcément la solution, n'est-ce pas? Et là, c'est une question intéressante, puisqu'on commence à voir que nos solutions ne sont pas entre les règles politiques. Ça, c'est un. Et mieux, le politique lui-même nous le montre en allant s'asseoir à côté de religion. Donc la solution, c'est le marabout, c'est Dieu. Il y a une logique. Il nous a livré. Presque ordinaire. Le fait qu'on voit que la vérité, le bon focus, ce n'est pas son pouvoir, ce n'est pas de l'utilité de terre, ce n'est pas de l'utilité, c'est d'aller à la source du pouvoir, de la liberté. Il y a une sorte de logique. Et qui nous ramène à une chose, c'est moi, c'est important. On ne peut pas l'analyser en parlant de l'histoire, comment elle a évolué tout ça. Et la religion, c'est important. Il y a sur le dialectique. Autant influence le truc, autant il le soit, tout le monde dans la société. Ces gens-là appartiennent à l'économie, appartiennent à la dynamique sociale. Une dynamique sociale, on ne peut pas y échapper. Merci. Une nana. Est-ce qu'on peut donner la parole à une nana? Bonsoir. Ma question est assez générale. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement vous considérez fondamentalement que le hip-hop sénégalais est toujours subversif ou pas? Et si vous considérez subversif, à quel niveau est-ce qu'il est? Mon homme l'a vie à moi. Alors, quand moi, écoute, voilà ce que je vais dire. Je ne le pose pas de cette manière-là. Je me dis qu'heureusement qu'ils sont là. Parce que c'est comme le bâton qu'on accrocherait ici, qu'on n'utilise pas, mais qui est un bon rappel qu'il est là et qu'on peut le décrocher à n'importe quel moment pour régler des situations. Donc ils ont une capacité dissuasive, ils ont quand même un rôle de thermomètre, de sentinelle, d'alerte, de truc qui n'est pas négligeable dans un pays, parce qu'il y a des endroits où ce n'est pas vraiment le cas. Et qu'en plus, une fois que la bagarre a commencé, ils peuvent aller jusqu'au bout. Dans l'adrénaline, ils peuvent aller vraiment jusqu'au bout. Donc c'est pas... Je pense que c'est une force assez intéressante. Maintenant, le mot subversif, j'ai des difficultés avec lui sur beaucoup de plans et je n'utilise pas vraiment, mais je sais qu'on ne peut pas nier leur force, on ne peut pas nier leur énergie, leur véhémence, on ne peut pas ignorer ça. Mais je dis aussi que
c'est pour ça que j'ai utilisé le terme schizophrène, ils ont tellement d'autres choses à dire. C'est la famille, c'est la communauté, c'est cette société à laquelle ils appartiennent et qui les tient aussi fort. Et elle les tient vraiment très 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 fort. Pour un Sénégalais, jeune ou vieux, c'est très difficile d'échapper à la vie de sa mère, sa propre mère. Donc c'est déjà... c'est un cas d'étude très particulier et comme disait le professeur, on ne peut pas le dissocier de la société. On ne peut pas l'analyser lui tout seul parce qu'il est le produit d'une constitution sociale totale. Mais dans ce cas, est-ce que vous considérez quand même que le hip-hop sénégalais, dans le contexte, a toujours cette été subversive, même si vous n'avez pas le mot. Parce que le portrait que vous avez dépeint est un peu pessimiste quand même. Il est proche de la réalité. Maintenant, la réalité, qu'elle soit pessimiste ou pas, c'est une question d'époque. En ce moment, décisif. Les gens ont grandi, ont des préoccupations, ont des choses à faire. On est dans un monde auquel on n'échappe pas parce qu'on est au milieu des subventions, on est au milieu de... Tu vois, les autres, ils ne nous laissent pas tranquilles non plus. Ils sont présents pour nous aider à être subversifs. Et ce n'est pas la manière d'être subversif, justement. On ne va pas cracher dessus, on va, Et ça aussi, c'est problématique. Mais c'est la marche du temps. On est obligé de dealer avec ça. C'est pour ça que c'est assez particulier comme... Ils ne se laissent pas faire, mais en même temps, ils font des compromis. Beaucoup de compromis, et dans tout ça, ils n'embarquent pas tout le monde comme ils ont dit qu'ils feraient, ils laissent en rade les bonnes femmes. Donc, on a un problème, d'une manière ou d'une autre. Les publics sont masculins, les performers sont masculins, et quand il y a une nana, il y a toujours plein d'hommes autour. Je ne sais pas quoi dire. Bonjour, vous venez d'où? Fatou? Oui, j'ai fait Il y a Fatou qui veut parler. Oui, tout de suite. Après la dame de Badianga. Je veux vous taquiner sur les mots en fait, que vous utilisez. Vous me demandez si le rap sénégal n'est pas un peu schizophrène. N'est pas un peu? Schizophrène. Oui. Parce que le hip-hop, alors. Oui. Là, le titre de notre publication, c'est vous parlez de densité et d'élévation. C'est pas un peu schizophrène parce que qui dit densité parle de volume, de poids, d'épaisseur, donc de sol. L'élévation, il faut de la légèreté, être portée vers le haut. Donc, première question, est-ce que ce n'est pas une interrogation un peu schizophrène? Et puis, selon vous, how deep is the hip-hop au Sénégal? Il y a quelqu'un qui a dit how deep is your love? Je ne dis pas ça. Je sais que vous avez un grand amour pour le hip-hop, mais vous diriez que le rap, le hip-hop au Sénégal, il a fait des personnes aujourd'hui par rapport à il y a 2 ans. Merci. La densité, dans sa forme la plus basique, je vais dire, effectivement, une question de poids et de volume. La densité, au sens plus profond du terme, pour moi, c'est l'accumulation de ce qui vous construit. Et plus vous avez des pièces de connaissances, d'expériences, de vécu qui vous construisent, plus vous construisez votre densité, plus vous êtes éligible à, plus vous êtes consultable, plus vous apportez quelque chose, plus vous avez l'abnégation, plus vous êtes libéré des choses matérielles qui ne font pas avancer le couple, la communauté, et c'est à ce moment-là que l'élévation est possible. Donc cette légèreté, on l'a parce qu'on est lourd en Wolof, on utilise science, pas dans le sens français, mais c'est à ce moment-là qu'on a âme science. C'est-à-dire, tu es fiable pour être consulté sur des choses importantes, et là, l'élévation, elle est possible. Parce que du coup, tu n'as pas les mêmes... Tu n'es pas investi par l'intérêt personnel.
Donc tu peux porter le goût. C'est quand l'intérêt personnel est en jeu qu'on lâche le goût. Et ça, ce sont des personnes très, très rares qui restent des icônes for life. On ne s'est pas cramponné à Sankara pour rien. De son petit vécu, ce que l'on connaît de lui, c'est l'homme du groupe, c'est l'éveilleur, c'est le berger, c'est celui qu'on peut suivre. Et de son jeune âge, il savait tellement de choses que voilà, pour nous, voilà, c'était le guide. Donc l'élévation, à ce moment-là, elle est possible. Ok? Et la deuxième question, c'est how deep is my hip-hop? Non. Au Sénégal. Ok. How deep is it? Je peux fragmenter ça en génération, parce que les plus jeunes, je ne sais pas. Les plus jeunes, je ne sais pas. Mais ceux qui ne sont pas dans une sphère de performance, je parle de ceux qui sont hip-hop sans que ceux qui pratiquent une discipline les connaissent. Bon, ok, je vais pas dire les gens comme moi, mais non, je fais des bouquins de temps en temps, je répète, je fais un slam, je fais un truc pour montrer que je peux. Mais les gens avec qui j'ai grandi, qui sont banquiers, qui sont avocats, qui sont autre chose, si le hip-hop n'était pas rentré dans leur vie, ils ne se seraient pas construits. Donc pour moi, c'est le début et la fin de qui nous sommes. Et pour ceux qui vivent d'une nouvelle époque, je ne suis pas très bien fixée. J'ai juste l'impression que ça leur permet d'exister aussi. Parce que les règles pour entrer dans les cadres sont très dures. Les règles pour passer de Pikine à Point E sont déjà très dures. Donc le hip-hop leur permet de faire ça et que personne n'ose les aborder dans une rue et dire « Eh, ouais, là, il est fini ». Parce qu'en le regardant, tu sais qu'il va où il veut et il s'est arrogé ce droit-là parce que l'univers dans lequel il a été élevé lui permet ça. Mais c'est tout ce que je sais de cette génération-là. Et je me demande, est-ce qu'ils ont puisé les mêmes ingrédients pour se construire comme nous, cette génération dont je t'ai parlé tantôt, s'est construite pour faire autre chose, pour devenir... j'ai un pote juge qui est hip-hop à fond. Koyo qui run this place, elle est hip-hop à fond. Et pourtant, il n'y a aucun signe qui laisserait transparaître ça. Et quand mes enfants rigolent, quand je sors de la salle de bain en chantant un truc ou quoi. J'aimerais revenir sur le point de la religion. Moi, je pense que la religion était là avant Wade. Et si l'on prend comme référence le groupe Bambadi Fall, par le nom déjà, ils venaient, ils montaient sur scène avec des jahas et tout. Donc la religion était présente. Parlons de Dip, les chrétiens qui sont là. Moi, je pense que pour ça, il y a quelque part beaucoup de religion dans son rap. Et il prône même le syncrétisme religieux. Donc, et Dip, on le sent des fois lancer un peu de... voilà, un mot par-ci, un mot par-là. Donc la religion même chrétienne, bien que moins mise en exergue, les rappeurs chrétiens du moins, ils prônent aussi cette appartenance-là quelque part. Là où je voulais en venir, c'est que on a plus vu des rappeurs qui sont, comment dirais-je, qui sont les Niassènes. À un moment, c'est eux qu'on voyait qui montraient leur fierté, leur appartenance, etc. Et tout. Donc je me dis, est-ce que c'est pas eux qui ont plus mis cette effervescence-là qui a fait traîner de foudre, après les autres ont essayé de reprendre. Si l'on sait qu'à un moment, il y a eu un de leurs marabouts qui a été sur Dakar, et apparemment, parce que je ne sais pas si mon information est fondée ou pas, mais apparemment on a demandé les jeunes d'un certain âge d'aller vers lui pour pour qu'il soit leur guide. Donc est-ce que c'est pas ça qui a été quelque part aussi le point de départ pour ce changement-là, cette orientation des textes? Pour ton premier constat, on dit la même chose. Quand tu dis que sur certains des rappeurs,
qui placent un mot par-ci et un mot par-là dans leurs lyrics. Ils parlent d'être. Ils ne parlent pas de religion. Ils parlent d'être. Et ce sont des fils de maison, de communauté, où c'est leur vocabulaire et leur jargon de tous les jours. C'est comme dire Inch'Allah dans une conversation ou dans une chanson. On ne parle pas, on n'est plus dans la religion, on est dans une sorte d'habitude, ouais, qui fait partie de notre vocabulaire. C'est vrai, c'est un mot de temps en temps quand tu voyages ailleurs, il sort presque de ta bouche et tu te demandes est-ce que tu devrais le dire dans ce contexte ou pas. Parce que ça fait partie de ton vocabulaire de tous les jours. Et à mon humble avis, c'est comme ça qu'il est positionné dans le répertoire de ces artistes-là. Pour Baignas, ça ne peut pas être une coïncidence que des rappeurs aussi forts, avec des notoriétés aussi profondes, soient tous des mercenaires. Maradi, Maxi Crazy, Vidéo Boubès, Gaston aussi, Simon, you know, Dynamite. Ça ne peut pas être un trend, ça ne peut pas être une tendance, je ne crois pas. À mon humble avis, encore une fois. Et dans leur travail, surtout pour certains, peut-être Vidéo Boubès, c'est un comportement, c'est même physique, c'est voilà, il n'y a pas de très mousseuses dans leurs clips, ils ont un côté peace and love comme ça, qui montre vraiment que la souche, elle est conférée. Le Daraji, en fonction de leur période de voyage managérial, ont eu aussi des moments bien scindés. Quand ils vont à l'étranger, c'est pas vraiment ça qui est codé dans leur répertoire. Quand ils sont dans le local, ils ont besoin de ce public-là aussi. Donc c'est très stratégique, à mon avis. Donc la religion, bien sûr qu'elle était là avant Wade. Comme je dis, on est élevé, né, tombé dedans, on n'a pas le choix. On tombe dans une maison sénégalaise, on a une appartenance qu'on fait. C'est des gens qui sont durs de tête, là, comme qui n'en ont pas. C'est l'un des seuls. Madame Mousselignon. Pas encore, tu vois, il est encore libre. Mais vraiment, quand nous aussi, on a ce truc culturellement, hein, quand on est fan de quelqu'un, on nous décroche très difficilement. Et Ablaye Wade, c'était vraiment notre lumière. Parce qu'il y a une métaphore qui existe entre lui et le mouvement hip-hop pour la vie de la jeunesse dans les quartiers défavorisés. C'est le gars qui veut être président depuis 400 ans et qui ne passe pas et qui un jour passe à force de ténacité. C'est la représentation de toute cette jeunesse-là qui est là-bas dehors et qui a envie de devenir quelque chose. Et tout à coup, il y a quelqu'un, il y a une icône qui peut les porter dans ça. Et ils suivent complètement. Après, bien sûr, ils se sont ravisés en se disant « wow, là, ça ne va plus, cette politique commence à pas marcher. » Et pour une fois, ils ont dissocié la politique du social. Et ils se sont dit « il y a quelque chose à faire. » Là, les deux camps sont face à face. Et ce n'est pas un tout. Et là, les gens ont commencé à intervenir avec leurs petits moyens. Et la pierre a roulé et a amassé la mousse et est devenu quelque chose d'énorme. Ok, le gars, il n'est plus là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait après? C'est le qu'est-ce qu'on fait après, moi, que je questionne un peu. J'ai l'impression, justement, que tout le monde est retourné à son dara. So, don't you have a question there? On peut laisser Amadou poser une question avant? Non, en fait, je voulais juste revenir sur ce point précis. Exactement. Il y a, par exemple, le cas de Babylone et de Matador, ils sont groupes à l'époque avec la population politicienne. Il y a une menace de mort parce qu'ils ont osé quand même attaquer frontalement les marabouts en les citant. Donc ça a créé des corrélations de l'histoire avec le départ de Kaboula, c'était indirectement lié à cette affaire. Et moi, je voulais juste avoir aussi votre... Tu peux raconter ça pour ceux qui ne savent pas pourquoi Kaboula s'est exilé? Bon, je pense que... Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'histoire officielle, c'est que Kaboula
partie du Sénégal à cause de ça. Mais en vérité, ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Aujourd'hui, c'est la frontière pour idéaliser ce que PMG et Rapadio ont fait. Mais en vérité, il est resté encore une année au Sénégal. Et c'est un peu... Ça fait son temps de partir. J'aime bien ce mot idéalisé. Retenez-le, on va revenir là-dessus après. Ma question. Oui, ouais, en fait, c'est sur le cas de Gaston. Parce qu'il a eu une époque, il a fait un morceau pour dire qu'en Wolof, je vais traduire après, que lui, je vais dire en Wolof d'abord, que man, maa ngi tudd Malick Ndoye, yàlla laa gëm yonent bi laa gëm aw ma benn série, aw ma série. Mon nom c'est Malick Ndoye, je crois au bon Dieu, à son prophète, mais je parle de Maroc. Quelques années plus tard, là on va. Aujourd'hui, il est revendiqué au fort. Dans le Japon, c'est une école très proche de Mouride. De Dieu. C'est ça. Voilà. Donc, déjà, parce que vous l'avez dit aussi dans votre présentation, que les rappeurs aussi ne sont pas des extraterrestres, ils viennent des familles, ils viennent de la communauté. Donc, moi, je vois un peu que c'était un peu fort de votre part de vouloir aussi. De vouloir aussi les mettre dans une cage, que voilà, ils se réclament des choses, mais au fond, ils ne le sont pas, ils le font. Mais c'est comme un parti qui s'appelle Parti démocratique sénégalais, mais au fond, ça fonctionne comme ça partout. C'est comme même chez les uns sous les Français, que je supporte plus ou moins, même ils ne le sont pas au fond. C'est l'être humain qui est comme ça, on a tendance à. On est dans une société vie avec cette contradiction. Je pense que les rappeurs aussi, à un moment donné, il faut qu'on. Ça ne doit pas être trop méchant pour eux, sinon aussi ça ne va jamais fonctionner. Ma dernière remarque, c'est aussi à propos que, bon ça c'est, je n'ai pas le mot exact en français, mais je vais les appeler des rappeurs entre guillemets laïcs, comme Katie et Matador par exemple. Bon ça je ne sais pas en connaissance de cause. C'est des gens qui ne se réclament pas forcément d'une idéologie confrérique, etc. Mais ça n'empêche pas que, aussi, indirectement aussi, les références aussi, si on cherche bien aussi, ça ne sort pas du Sénégal. De nos familles, de la façon de nos mentalités. Mais il n'y a pas encore un rappeur, comme Madame l'a dit, l'expression subversive, qui essaie de faire bouger les lignes, etc. sur des sujets, par exemple, que les Sénégalais ne sont pas trop intéressants. Il n'y en a pas encore. Les gens sont toujours dans le format pour manger, boire et dormir. Donc ma question, je ne l'ai pas encore posée, c'était sur l'arrivée familiale en fait. Tu penses que c'est encore la religion, je parle de l'aspect confrérique quand même. Beaucoup de gens ne le savent pas ou bien ne veulent pas y croire, en dehors des problèmes d'argent, etc., de management. Je pense que le fait que les deux sont des Nassel et l'autre est l'AN, qui est un parent chrétien, je pense que ça, à un moment donné, a joué un peu sur l'explosion de groupe. Je ne sais pas si vous partagez mon analyse, qu'on peut les fréquenter un peu. Il m'énerve. Il pense que je suis trop d'Arachi. Je n'ai pas dit ça. Écoute, je veux bien que le hip-hop, quelle que soit sa discipline, soit quelqu'un qui n'est pas étranger à sa société, au making d'un Sénégalais. Mais il a pris la parole. On a tous envie de dire quelque chose, à un moment donné, on se dit, bon, on ne va pas la ramener parce que demain, on va lui filer un bon poste et puis on va être dedans, ok, fine. Mais on n'est pas allé créer des rimes et des machins et se donner un nom et exister et dire, ils disent tous qu'ils parlent au nom des sans-voix. C'est un classique, c'est une phrase, une formule toute faite. Donc, attention, ils ne sont pas pardonnables comme ça, hein. Ils ne peuvent pas s'en sortir comme ça, en tout cas. C'est comme une sorte de sacerdoce, c'est eux qui ont pris la parole. Je veux bien qu'ils avancent et qu'ils deviennent quelqu'un d'autre, mais à ce moment, il nous faut un album qui s'appelle The New Me et qui dit à la fin, je suis sorti du game, merci. Et c'est clair, et ils ont le droit. MC Solar est parti, il revient un petit peu, mais il est parti longtemps. Et il ne nous a pas manqué parce qu'il y avait une sorte d'honnêteté dans ce départ-là. I'm a big guy, j'ai des enfants, il faut que je fasse mes trucs, je pars et je reviens. Mais il est important d'avoir une certaine honnêteté du groupe. C'est pour ça que c'est le hip-hop. Sinon, c'est tout le monde, c'est le couple. Tu vois, on a besoin d'avoir un espace qui a un règlement,
qui n'est pas un règlement. Et ce non-règlement, c'est quoi? C'est l'honnêteté. Tu es d'accord, Amalou? Mais il y en a. Oui, j'en suis sûre qu'il y en a, heureusement. Heureusement. Mais non. Bon, l'avis que tu veux que je partage ou non, pour moi, c'est une histoire personnelle à eux. Et de deux, surtout, ce que j'ai retenu, c'est que si Michael Jackson et ses frères ne sont plus dans un même groupe, n'importe qui peut casser son groupe. Si Kumba Gawlo et ses 5 sœurs ne sont plus dans un groupe, la marche du temps, c'est ça. Il y a un moment donné, on veut faire autre chose, on va aller vers autre chose. Les identités sont réelles maintenant. Plus jeune, on a l'impression que le processus s'éclate jamais. Mais à un moment donné, c'est obligé qu'il s'éclate. On grandit, on a des envies musicales différentes, on a des manières de faire différentes, et puis on a des femmes et des enfants, on a plein de choses qui interviennent dans les décisions qu'on prend. Donc je me suis juste arrêtée à cette observation-là en me disant, écoute, c'est la marche du temps, c'est normal. Mais cette différence-là, elle est vraiment réelle, et elle était là. Elle était là. À un moment donné, les affinités ont joué. C'est clair. Ça va? Tu as posé ta question? Tu as eu ta réponse? Ah, il y a une dame là, et ensuite on va passer à Rastaman derrière. Ah, c'est avec qui d'abord? Excusez-moi, madame. C'est qui prend là les questions? C'est vous ou c'est moi? C'est nous. Ok, très bien. Il y a une dame dans le coin là, il ne faudra pas nous laisser de la mettre sur le liste. Après la dame, vous savez. Ah, tiens. Moi, c'est plus pour une contribution par rapport à ce dont j'ai été témoin, parce que ça fait quand même plus de 20 ans, plus de 25 ans que je suis dans la Sénégal. Et j'ai quand même pu observer beaucoup de choses dans l'art sénégalais. La première chose, c'est par rapport à la question de la religion dans le rap sénégalais. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi est-ce qu'elle revient toujours. Pourquoi est-ce qu'on veut donner cette particularité au rap sénégalais? Parce que pour le rap, par exemple, comme le rap américain, c'est quelque chose de très présent. Oui. Au point même où il y a le Christian rap. Et il y a des rappeurs qui se sont fait un nom avec ça. Il y a ce qu'on oublie. Quand il y a eu le beef entre Common et Ice Cube, quand il y a eu le beef entre Jay-Z et Nas, c'est Louis Farrakhan qui les a appelés. Louis Farrakhan de la Nation of Islam. Aujourd'hui, la Nation of Islam n'a plus ce pouvoir sur le rap, par exemple, mais les Black Hebrew Israelites l'ont. Et quelqu'un comme Kendrick Lamar est un Black Hebrew Israelite. Quelqu'un comme Lil Uzi Vert est un Black Hebrew Israelite. Et ça va beaucoup plus même que de la religion, parce qu'il y a aussi de la propagande raciale dedans. Les Black Hebrew Israelites, pour ceux qui ne connaissent pas, se définissent comme les vrais juifs. Ils disent que les juifs, ce qu'on appelle les juifs, ne sont pas les juifs, ce sont les noirs américains qui en réalité sont les juifs. Et aujourd'hui, et je pense que même des personnes comme André 3000 Outkast et les Kabadou ont aujourd'hui rejoint le mouvement. Et quand on écoute bien la propagande, elle est distillée dans leur musique. Donc ce n'est pas simplement le rap sénégalais. Quand on prend l'exemple du rap français, depuis quelques années, des gens comme Medine, comme Kelly James, comme Ali, Youssoupha, n'ont plus de problème à parler de religion. Parce que finalement, le rap n'est pas quelque chose d'extérieur à la société dans laquelle il est pratiqué. Donc forcément, on va parler de ces choses-là. Et le rap sénégalais, comme je le dis toujours, et ça c'est mon avis, le rap sénégalais, il faut bien comprendre, quand on observe bien le rap sénégalais, quand on comprend bien le rap sénégalais ne cherche pas à recréer la société sénégalaise. Le rap sénégalais cherche à avoir une place dans la société sénégalaise. Parce que ces gens-là, à un moment, ont compris qu'ils étaient marginalisés. Et maintenant, l'effort, c'est vraiment de retrouver sa place dans la société sénégalaise. Le rap sénégalais n'est jamais allé à contre-courant de la société sénégalaise. À aucun moment. Jamais. Même les combats politiques,
C'est d'abord, on observe ce que veut la société, on observe ce que veut le peuple et on porte ce combat. Jamais. Donc, du coup, au niveau de la religion aussi, je ne sais pas, après, c'est des choix personnels. Je n'ai jamais ressenti la nécessité de parler de mon appartenance confrérique ou religieuse. À des moments même, j'ai reçu des questions en inbox, par exemple, sur les réseaux sociaux, et du musulman au chrétien. Parce que je ne ressens, ça ne me définit pas en tout cas, dans cette sphère-là. Par contre, pour d'autres, c'est essentiel à leur vie. Il ne s'agit pas de musique simplement. Quelqu'un comme Gaston, par exemple, qui aujourd'hui est le chef de file des Yala Yala, qui sont un peu comme les Niassènes, mais chez les Mourides. Parce que les Yala Yala sont des Mourides. Gaston, il a été populaire avant d'avoir été Yala Yala. Il a eu cette audience-là avant d'avoir été Yala Yala. Et aujourd'hui, on sent l'évolution qu'il y a, parce que Gaston, par exemple, est le seul rappeur sénégalais chez qui, par exemple, tous les problèmes du Sénégal, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, ne peuvent pas être réglés par l'État, mais par la religion. Il est le seul à le professer. Il est le seul à le professer. Donc, tous ces rappeurs qui sont Niassènes, qui sont Mourides, qui en parlent, ne portent pas ce discours-là. Ils savent quelles sont les limites de cette appartenance religieuse, de cette appartenance qu'on fait, et ils savent chez qui porter ce message. Et ce passage, je terminerai en observant bien le rap. Les gens peuvent appartenir à une même confrérie. Par contre, dans le rap, dans le hip-hop, ne pas appartenir au même courant musical. Aujourd'hui, il y a des rappeurs niassènes qui clashent toujours les Daraki, qui disent que les Daraki ne font pas du hip-hop, ne font pas du rap. Et pourtant, ce sont des niassènes. Juste pour dire que la question religieuse ne définit pas dans l'ensemble. Elle peut définir des trajectoires pour certains groupes, mais dans l'ensemble, la question religieuse ne définit pas le Sénégal. Merci. Tu veux... ok, avant sa question, je vais juste m'enchaîner sur Katie. La plateforme américaine aussi, elle est très particulière parce que le combat racial, là, c'est un truc chaud, quoi. Et à un moment donné, l'Église qui avait des moyens devait produire des rappeurs qui portent la question de la race. Parce que le hip-hop avait été récupéré par Wall Street, le hip-hop avait été récupéré par des blancs, des commerçants. Donc après, c'est comme le jeu d'échecs. On bouge des pions, l'autre prend un peu de marge, on renforce, on va, on vient. Il y a ceux qui ne sont pas concernés par ce type de guerre idéologique, qui font leur argent, voilà, qui vendent leur jeans, leur casque et leur truc. Et puis il y a les autres qui représentent une communauté, qui représente un combat. Parce que les tout premiers DJ, Malcolm X, c'est lui qui emmenait les gens voir Farrakhan, tu vois, il repérait en disant, ouais, on a des boys là, dans les coins, il faut les emmener pour les mettre dans la lutte. Donc c'est vrai que ça a vraiment une teneur très 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 particulière chez les Américains. C'est le under-battle qu'il serait nécessaire, encore une fois, comme connaissance à partager avec la nouvelle génération tout court et la génération de rappeurs en particulier au Sénégal. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toute cette histoire de l'environnement dans lequel on évolue, auquel on n'a pas accès dans sa propre école, dans sa propre maison, dans sa propre société. On ne voit du hip-hop que la performance. À aucun moment, vous pouvez rassembler des gens comme ça dans le hip-hop pour discuter. Il n'y a que des curieux là qui peuvent discuter de cette chose-là. Personne dans le ghetto, là où c'est nécessaire, ne se rassemble pour en parler. On se rassemble pour se passer le mic et pour montrer ce qu'on a dans le ventre. Donc, il y a un trou béant. Next. Mr. Simon, wow. Monsieur Affaire. Moi, je trouve que le hip-hop en
écrivant sur des thématiques, on va dire spirituelles, moi j'ai plus parlé de spiritualité que de religion ou de confrérie, a décomplexé un peu ce milieu. Aujourd'hui, avant, quand on nous parlait de religion, c'était plus Aljana Safara. Tu vas en enfer, tu vas au paradis. On nous parlait de prière, on nous parlait de Hadjimak de Asaka. Point. Si vous ne fréquentiez pas certaines familles qui parlaient de soufisme, qui parlaient de spiritualité, on n'entendait pas ça dans la sphère publique. Mais le hip-hop a permis justement qu'on entende certains termes et attirer justement certains jeunes sur cet aspect de la spiritualité. Et a permis à énormément de jeunes, justement, de s'intéresser à cet aspect spirituel. Je crois que c'est le hip-hop qui a joué ce rôle. Et décomplexer même plus loin. Si on revient à la partie confrérique, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de poids, qu'ils n'ont pas eu de poids, etc. Mais sur le plan politique, en 2000, il y a eu des consignes de vote qui ne sont pas passées. Pourquoi? En 2012, il y a eu des consignes de vote. Ce n'est pas passé. Aujourd'hui, on peut appartenir à une confrérie, mais justement, la seule chose qui nous intéresse dans cette confrérie, c'est la partie spirituelle. Ce n'est pas le guide qui va nous dire vote pas et je vote pas. Certains vont le faire. Mais aujourd'hui, grâce à une connaissance qui est en train d'être transmise à travers la musique, à travers le rap, à certains secrets ou certaines phrases qui poussent la jeunesse et la société en général à aller chercher plus loin, ça a décomplexé ce cadre. Le hip-hop, moi je parle de la partie hip-hop, on peut ne pas être d'accord. Mais déjà, professeur Paul, c'est un mouride. Il a fait une chanson parlant justement de son cher, de ce touba, etc. Deep, comme l'a dit certains, le dit, Deep là, est-ce que je vais me convertir? Non, à ma mort tu me verras en costume et dans une caisse. Il le dit. Big D l'a fait, etc. Parce qu'on ne peut pas, certains rappeurs nous le reprochent en disant pourquoi vous parlez de spiritualité ou de religion. On ne peut pas vivre certaines émotions ou vivre une spiritualité et que ça n'apparaît pas dans les textes ou ça n'apparaisse pas dans nos comportements ou la façon de faire. Ça ne serait pas vrai. Il y en a qui sont dans le voi et moi, etc. On n'en disconvient pas. Mais la plupart des groupes qu'on a cités, c'est qu'ils étaient à un moment en plein dedans, en pleine recherche, quête perpétuelle de spiritualité. Ça ne pouvait que déteindre dans les textes et dans le discours. Parce qu'ils ne faisaient que ça. Ils ne parlaient que de ça. La recherche tournait autour de ça. Et moi, je trouve personnellement que le hip-hop a permis à certains même de mieux connaître sa religion, sa confrérie, de connaître ce qu'est le soufisme, et même d'éviter justement certaines influences qui tendent vers le djihadisme ou autre chose. Et justement, c'est grâce à ces confréries, c'est grâce à ces enseignements secrets que la jeunesse en général n'a pas été, on va dire, atteinte à 100%, même si on a quelques foyers. Merci Simon. Voilà, je te mets vraiment... Toi à 0. Mais la question, moi, le hip-hop sénégalais, sans cet aspect spirituel, sans cet aspect politique, est-ce que ça ne serait pas comme les Américains qui parlent juste de bling-bling, de sexe, de drogue, etc. Sans cet aspect? Tu m'as posé une question personnelle? Oui. Je ne sais pas, c'est pas mon propos. Non, j'ai pas dit ça. Non, c'est juste une question. Non, quelle question générale comme ça? Je ne réponds pas aux questions générales comme ça. C'est mon avis personnel et je te le dirai. Mais idéal, le mot que Katie utilisait, quand il disait qu'on idéalise là, toi, on va te lire le chef de la secte idéalisation.
On prend la question de la dame, comme ça après on discute sur ton... Madame. Enfin. Non, mais je rigole parce que madame, bon, c'est pas trop le style du monde. C'est vrai de cette audience. Oui, mathématiques. J'étais la femme de l'artiste. Je sais. Oui, je sais. Quand je vous ai vu, je dis ah, mais je dirais que je connais cette dame. Okay. Voilà, de dame à dame. Bon, en fait, j'ai une question. Je vais la poser tout de suite. Et puis j'ai un petit commentaire. Ma question, c'est pourquoi il y a cette béance-là, ce trou béant dont vous avez parlé. J'aimerais un peu savoir parce qu'en fait, tout segment d'expression aujourd'hui au Sénégal nous éclaire sur notre société. Et on en a besoin pour avancer. Alors maintenant, je vous remercie d'avoir écrit ce bouquin, parce que je pense que c'est un livre à offrir, et même à des amis qui ne sont pas du Sénégal, parce que c'est très contextualisé, et ça fait aussi un aller-retour très intéressant entre le hip-hop et le rap d'ailleurs et aussi du Sénégal, et je pense que c'est très vivant aussi, parce que ça pourrait être très érudit, mais c'est aussi très vivant, et je vais l'offrir à ma nièce qui a 12 ans, et avec qui je vais aller au Hip Hop Games de Lille. C'est pour ça d'ailleurs en fait que j'ai vu ça. Après je dis ah mais je vais aller voir aussi à tout quand même. Alors il y a bon j'ai pas tout fini. Alors il y a une anecdote que j'arrive pas à la retrouver. Vous avez parlé, ou c'est eux qui ont parlé eux-mêmes de leur début G-Family. À un moment donné ils disent qu'ils marchent dans des bassines, il y a de l'argent. Vous vous rappelez de ça? Il y a une anecdote où ils partent en voyage et avant, ils marchent dans des bassines. Alors je me suis dit, mais ok, vous voyez alors, et puis, pouf, il y a une rupture. Alors je me suis dit, c'est peut-être tellement évident que vous n'avez pas pu l'expliquer. Mais bon, je voudrais savoir si même ça a un sens symbolique de faire référence à ça dans votre livre. Voilà, parce que si je l'offre, on va me demander des trucs un peu particuliers, genre. Et je voudrais savoir pourquoi ça coûte 15 000 francs. Parce que je sais, oui, mais attendez. Je vois que c'est une édition très particulière, donc probablement à fond d'auteur. Je vois que l'auteur est formidable au niveau de son écriture. Je vois qu'il y a des belles photos. Mais si on veut rendre ça accessible aux jeunes, bon, c'est un peu cher. Le trou béant. On en a parlé pendant 2-3 jours. Il manque des intermédiaires qui savent ce qui se passe dans les temples de savoir, dans les universités, etc., et qui peuvent le traduire en langage commun à toutes les autres personnes. Il y a une frontière raide au milieu, et il y a très peu de gens qui peuvent faire le lien entre les deux. Il y a des recherches, il y a des thèses sur le hip-hop, mais avec un vocabulaire qui n'est pas accessible. Donc, tout ce qu'on a envie de savoir sur le hip-hop existe en effet déjà. Il y a déjà eu des recherches très approfondies. Mais dans un jargon où il faut un dictionnaire, il faut connaître les citations de je ne sais pas qui, de Foucault et autres, et ça, c'est impossible. Et de l'autre côté, il y a cet univers qui vous dit que votre connaissance, elle a une valeur orale qui est réelle, allez-y, vous avez un point de vue, dites-le, non ou là. Voilà, la spiritualité peut être et contribue à et apporte. Et ensuite, on n'a pas l'accès aux statistiques. Donc très vite on dit, les jeunes en général, oui, ils croient que... Donc on en fait des packages qui parfois correspondent aux 10 gars de ta ruelle. Parce que c'est très clanique aussi dans ces déplacements-là. Tu es en concert, les gars ils viennent, c'est toi qui passes. Ils sont là, on dit, waouh, les jeunes, il y en avait 10 000. Quand tu as fini et que tu pars, les 4 000 qui étaient venus te voir, toi, sont partis avec toi. Ils n'écoutent pas les autres, ils ne sont pas solidaires des autres, ils ne sont pas dans la même quête d'approfondissement, de découverte de quoi que ce soit. Ils ne sont pas dans cette logique-là. Les nuits, Nibi, ils rentrent comme derrière le lutteur, ils vont faire la fête. Point. Voilà, that's it. Donc cette ligne entre les deux là, il faut qu'il y ait des gens qui tiennent la main des deux groupes. Il faut que des gens ramènent la connaissance dans le hip-hop, dans la jeunesse, dans la communauté et dans l'école de la communauté. Parce que l'école de la communauté, elle a le même programme que tout le monde, mais elle ne fonctionne pas de la même manière. Quand elle a trop d'élèves,
il y a un groupe qui va à l'école jusqu'à midi. Il y a un autre groupe qui va à l'école de 15 à 18 heures. Et ce n'est pas le même groupe. Et à la fin de l'année, qui n'est pas prolongée, tout le monde est censé avoir le même quantum horaire. C'est extraordinaire. Et à un moment donné, peut-être qu'ils iraient plus vite si on leur donnait des outils auxquels ils ont accès. On veut qu'ils parlent français à l'école, ils écoutent du rap en Wolof 24 heures sur 24. Ils parlent avec une mère qui parle Wolof, avec un père qui parle Wolof, et ils vont à l'école de 8h à midi. À quel moment est-ce qu'on pratique cette langue? On leur donne des énoncés en maths, mais qui sont écrits dans un français qu'ils ne parlent déjà pas bien. Donc ils sont sanctionnés en français et ils sont sanctionnés en maths, parce qu'ils n'ont pas compris l'énoncé, alors qu'il s'agit de chiffres. Donc à un moment donné, il y a les éducateurs, les animateurs qui sont censés faire le pont entre les deux, qui n'existent pas. Ou quand ils existent, ils sont trop peu nombreux. Et ces gens-là, ceux que je connais en tout cas, qui essayent, ils ont un problème majeur quand ils essayent de faire le va-et-vient entre les deux mondes, c'est la discipline du côté de leur communauté. Les enfants aussi, dans le nombre, ont un problème de discipline pour être dans une situation de transmission. Donc il faut réfléchir aux espaces qu'on leur propose. Est-ce que ce sont des classes où ils doivent être 3 par an? Est-ce qu'on ne peut pas recréer autre chose qui nous appartient, qu'ils avaient quand on est dans une cour, sous un arbre, ou je ne sais pas quoi, mais il faut réfléchir à quelque chose. Et qui pousse pour qu'on réfléchisse à ça? Qui est invité quand on fait l'état des lieux de l'éducation? On pense au manuel, on réfléchit sur le manuel. Bon, moi personnellement, je suis contente sur les manuels aujourd'hui parce qu'on ne dit plus Rama va au marché avec sa mère pendant que son frère va construire un immeuble avec son père. On commence à équilibrer. On dit que Rama aussi pourrait éventuellement construire un immeuble. Mais donc c'est une bataille gagnée quelque part parce qu'il y a des femmes qui veillent à ça, mais qui veillent justement à ce que maintenant on puisse dire que dans un manuel, il y aura un texte qui est très bien écrit de Simon ou de Matador ou de quelqu'un d'autre. Ça ferait une différence. Parce que c'est ce social et cette communauté dans laquelle ils vivent et ils grandissent qui arrive à eux et qui les incite aussi à faire plus attention. Mais sinon, ils sont dans le nombre, dans le surnombre et dans cette cacophonie des quartiers de leur habitation où ils ne peuvent pas survivre. L'enfant est en bas dans la rue toute la journée et toute la nuit. Donc il y a un problème. Ce trou-là, ça mérite qu'un pays s'arrête et se dise c'est pas au petit bonheur la chance. Il va falloir que ce soit une obligation. Il va falloir qu'on trouve les clés pour arranger ça, pour leur donner, pour leur permettre de trouver de nouveaux véhicules de transmission et d'apprentissage. L'autre question, je m'en souviens plus. Si, c'était le fourrel. Ok, vous avez raison. Comme ce n'est pas moi qui prenais la parole pour raconter la chronologie, l'un des protagonistes, parle de fourrel, dit que quand il était petit et que dans sa ruelle on organisait des fourrels, quand il sortait, pendant le fourrel, on nettoyait le quartier, on balayait et on faisait des peintures sur le mur pour rendre le quartier beau et propre. Donc il y avait une bassine avec de l'eau et les gens passaient et jetaient de l'eau, de l'argent là-dedans, jetaient des pièces là-dedans. C'est quelque chose qui a été très 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 courant à une période donnée et qui pour moi rappelle le block party. Chez les Américains, le block party, c'était justement les quartiers pauvres où toutes les communautés différentes se retrouvaient et ils venaient de pays où on sort, on parle avec le voisin et ils se retrouvent là aux États-Unis où tout le monde est dans sa maison. Donc en fin de journée, on bloque une rue et tout le monde sort avec quelque chose à manger. Donc c'était le cumul du plat bouteille et le test des musiques des uns. Les Bronx du ghetto à l'époque avait beaucoup de Caribéens, de Jamaïcains, de gens comme ça qui vivaient là et puis qui avaient envie de retrouver aussi des saveurs. Donc on faisait la popote, etc. Et les gens apprenaient à se connaître. Et de là, maintenant, leur musique a commencé à s'élever d'une allée à l'autre et à représenter tout un quartier où la forme américaine du hip-hop est née. Katie, tu veux... Ah, si, il y avait quelqu'un d'autre. La Nigérian. Moi, en fait, je ne sais pas si c'est une question où tu fais des
Une les pierres que je jetais, mes chers amis des hip-hopers. Parce que si j'ai bien suivi un peu cette semaine de manière générale, et ce qui revient, depuis que la session du JTRP a commencé, ce qui revient le plus souvent, c'est de dire que finalement, le rap ne peut pas faire autre chose que ce qu'est la société. Donc, est-ce que le rap sera au rendez-vous du grand soir? Est-ce que l'hip-hop, ou bien sera comment? Je vraiment je pose cette question. Comment, dans ces conditions-là, il sera acteur du grand soir, si on prend beaucoup à l'évolution? Ensuite, c'est des réflexions. Je refuse aussi de croire que cette société est aussi religieuse qu'on ne le prétend. Est-ce que ce n'est pas seulement le fait religieux qui a aujourd'hui la parole? Parce que quand même, il y a la gauche dans ce pays qui a fait un travail remarquable depuis les indépendances. C'est le pays de Cheikh Anta Diop, qui est issu d'une famille religieuse, mais sa brillance est intellectuelle. Absolument. Et c'est le pays aussi des diables. Tous les rapports aiment bien le rappeler. C'est le pays quand même qui, à un moment, s'est distingué par sa brillance intellectuelle. Mais il n'aimait pas les femmes. Ouais. Et vous ne le dites pas. Vous choisissez vos bagages. Justement, je dis juste que quand même il y a eu des choses. Même cette question de femmes à l'époque, je vais terminer avec ça. Donc voilà, il n'y a pas eu que ce voile, cette voie religieuse. Mais est-ce que ce n'est pas, il y a un travail qui n'a pas été fait pour que finalement le hip-hopper accepte cette voie parce que si on parle de spiritualité, oui, à un moment quand on est marginalisé, on cherche une identité. Et alors on s'identifie à une voie qui est la plus, et cette spiritualité-là est attrayante pour quelqu'un qui se cherche. Et c'est compréhensible. Mais pendant ce temps-là, où est cette gauche, où est tout ce travail qui a été fait? Où sont tous ceux qui est écrit, ce qui n'est pas... Voilà. Je veux quand même relever ça pour poser la question à tout le monde. Est-ce que ce n'est pas finalement une question de choix facile? Parce que moi, je fréquente beaucoup les rappeurs et je vois comment ils écoutent. Comment ils écoutent, ils se font souvent l'écho sonore de quelque chose et qu'ils fréquentent. Voilà, tout ça, ça compte. Voilà. C'est la jeunesse, les fragiles aussi. Hein. Voilà, donc je pense qu'il y a... On voit les secrets tout de suite. Hein. Voilà. Est-ce que ce n'est pas un choix facile? L'autre chose, c'est donc voilà, est-ce que le hip-hop sera... Je vais poser la question à Jenny, mais je vais mal poser. Est-ce que le hip-hop peut être révolutionnaire finalement? Si elle ne fait que parce que je considère que ce sont les politiciens de type politicien, ce qu'on appelle de la politique politicienne, qui ne suivent que ce que dit le peuple, c'est-à-dire les idées majoritaires, et ils les caressent dans le sens qu'il faut. Si le hip-hopper n'est pas capable de défendre des idées minoritaires et de s'isoler un peu, aider ce peuple à aller de l'avant, finalement, bon, ça fait de la musique, je peux choisir du Fadjani aussi. Les femmes, ça, j'attendais à vous dire, on en a parlé avec Corpet Tabara, qui s'intéresse beaucoup à cette question aussi. Pourquoi les femmes décrochent? Les femmes décrochent. Les femmes décrochent. C'est Joyce par exemple. Je reviens sur cette histoire qui a fait aussi les beaux temps du Pile-Face. Toutes ces femmes qui étaient là au début. Bon, il y a les Katie qui ont traversé les âges et le temps, qui sont toujours là, mais ils sont là. Et on a envie aussi d'entendre, de comprendre cette misogynie au sein du monde. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? On a envie de comprendre. Je ne sais pas, je demande. Là, c'est pas une question, c'est plutôt... Tu as déjà accusé de misogynie. Tu vas vers faire sa question. Silence, je ne veux pas les femmes qui voulaient qu'elles mettent des armes pour sortir de leur maison. Ah, ça, tu ne sais pas. Ça, tu ne savais pas. Oh, allez, une plaque. On n'avait pas le droit d'avoir les cheveux courts, Soulia. Et vous devez péter ta vie aussi. Oui, c'est clair. On ne peut pas mettre des jupes, on ne peut rien faire. Tu dis quoi, toi? Ah, tu as vu, c'était fort, hein? Donc c'était extrême. Ok. C'est pas une question, c'est plus j'ai envie de revenir sur la question de la subversion qu'une femme a posée tout à l'heure et de la religion dans la sénégalaise. Je crois que j'ai pu entendre quelques rappeurs tenir des propos, même si ce n'est pas extrêmement subversif, tenir des propos subversifs vis-à-vis de la religion. Mais ce qui se passe, c'est que quand un rappeur tient un propos qui peut être subversif dans la religion, on a vu des exemples de rappeurs représentant une confrérie tenir des propos très critiques, des pratiques
qui se font dans les conflits. Il y en a qui ont parlé un peu de l'agnosticisme. Il y en a qui sont allés parler de nos religions traditionnelles et du rapport entre l'islam comme ayant été un moment aussi colonial dans notre histoire. Mais ce qui se passe, la réaction que je vois souvent, c'est que les gens font la sourde oreille. Absolument. C'est-à-dire que le public, dès qu'un rappeur est subversif vis-à-vis de la religion, on fait comme si on n'a pas entendu. Et les autres ne soutiennent pas. Et j'ai deux autres observations. C'est soit on fait comme si on n'a pas entendu, parce qu'on ne peut pas rentrer dans ce débat, parce qu'on ne peut pas étaler nos convictions et qu'on n'est pas d'accord. Ou bien ils sont dans un élan de protection. Ils ont l'impression que s'ils se font écho de ce que ce rappeur subversif-là dit, ils le mettent en danger. Donc, mais ce que je remarque en tout cas, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un MC qui est subversif sur ce sujet-là, le monde du hip-hop fait la sourde oreille et fait comme si ça n'existait pas. Thanks. To your question, avant que je me demande, comment est-ce que le hip-hop peut aller au nouveau chapitre? Ce savoir-là, si on ne le donne pas aux plus jeunes qui sont censés prolonger le hip-hop, on va tourner en rond. Parce qu'eux vont arriver avec aucune idée, encore une fois, de ceux qui ont été avant. Et la chose qui va les attirer tout de suite, c'est le clash. Et ce qui choque toutes les catégories, le petit qui vient d'arriver, qui clash déjà les grands qui ont construit les liens, il ne sait pas. Il ne sait pas et il s'en fout. Parce qu'il n'a reçu aucune transmission in between. Donc le mot transmission, sinon, je ne sais pas comment tu l'utilises, il faudra qu'on en rediscute, mais on transmet quand, où, à quel moment. À quel moment on a dans son quartier, dans le centre, les centres qu'il y a dans tous les quartiers où on fait du karaté et de la danse hindoue, à quel moment quelqu'un rassemble des gens, des jeunes là-bas pour avoir une discussion sur comment être subversif, pourquoi c'est nécessaire et comment trouver tout seul même des outils pour augmenter sa connaissance s'il n'y en a pas dans son quartier. Tu vois, on revient sur ce gouffre-là. On ne peut pas construire du neuf s'il n'y a pas eu de nouveaux ingrédients injectés dans les nouveaux. C'est pas possible. S'ils entendent qu'il y en a marre, s'ils voient des gars sur scène, et qu'il n'y a pas de lien, il n'y a rien qui vienne avant, et qui leur explique que même le hip-hop, il est arrivé dans un contexte subversif qui existait. L'art était patronné par Senghor. Si l'État ne vous donnait pas de quoi peindre, vous ne peigniez pas. Et après, des petits groupes sont arrivés en disant non, Laboratoire Agita, LHC, Jowakam, Dunk, etc., etc. Les petits groupuscules se sont créés. Il y avait un terreau déjà favorable à travers l'art visuel. Et ensuite, quand autre chose, un nouveau vent est arrivé, c'était normal. Grand Yangifi. Ils résistaient, ils jouaient leur reggae et pas du patanda à la Médina. Tout le monde jouait de la guitare. Tout le monde était en train d'essayer de se recréer quelque chose de nouveau. Ils avaient décidé que ce n'était pas patronné par Senghor. Donc le terreau était déjà là. Le hip-hop a pris le relais de quelque chose auquel ils étaient proches parce que c'était des univers où on parlait beaucoup, où on discutait beaucoup. Il y avait du théâtre. Le théâtre était très présent, très fort. Donc les enfants, le soir, la journée, avaient toujours accès à ce type de plateforme d'échange. Et aujourd'hui, dans le hip-hop, il n'y a pas ça. Il y a le concert pour aller soutenir son lutteur. Il n'y a pas ces moments-là qui disaient, ok, on a testé quelque chose avec cette session-là qui a l'air d'avoir apporté quelque chose, une plateforme de discussion réelle. Quand est-ce qu'on pourra l'essayer à Tamba, à Mour et ailleurs où c'est nécessaire? Parce que dans un univers comme ça, ils ont l'impression que c'est fermé et qu'ils n'ont pas accès. Même si c'est gratuit, il faut aller jusqu'au zone B, le quartier des bacs, là. Ça devient quelque chose de compliqué et ils ont l'impression qu'il y aura une connaissance compliquée là-bas. Alors qu'en fait, non.
Géobi pour Wartan, c'est de ça que le hip-hop a besoin. Le hip-hop a besoin de recréer l'endroit où on discute, où on s'écoute, où on se bat, où on débat, pour pouvoir sortir de là-bas en se disant « Ok, on va à la suite ». Il n'a pas besoin de filtres, de subtilité spirituelle ou autre, parce qu'il faut capter ou pas capter, est-ce qu'on a compris, est-ce qu'on n'a pas compris, c'est un jeu très individuel. Et la langue, Wolof, elle est comme ça, elle dit un truc, elle veut en dire une autre, bon, mais dès que tu le catches, si ton oreille n'est pas vive, tu piges pas. Donc tu passes à travers les mailles du filet. Et ça concerne la plus grande majorité. Donc il faut des endroits où on s'assoit et où on se parle. Sans que ce soit régi par l'humour. Parce qu'à agriculture urbaine, quand on est sur la terrasse et qu'on discute, mais on est couché par terre, les théories les plus rigolotes du monde se déploient. C'est une sorte de thérapie, on en rigole bien, on adore ça, on rentre chez nous, mais après, on n'a pas eu une discussion constructive sur quoi que ce soit. Pourtant, on parle tous les jours. C'était ça, donc on repart avec le cœur léger et avoir pu rigoler de tout et discuter de tous les sujets, sans tabou. Mais on n'a rien construit. Et on était entre nous, presque entre adultes, donc on n'a rien redonné à plus jeunes pour aussi partir et réfléchir et apporter quelque chose. On en est très conscient. On en est très très conscient. Maintenant, il faudrait à un moment donné que ceux qui réfléchissent, ceux qui ont des structures, ceux qui travaillent à ce que le hip-hop devienne autre chose, il faudrait que eux, maintenant qu'il y a un fonds, maintenant qu'il y a des structures vraiment légales, créées, etc., qui puissent aussi faire une rencontre, un état des lieux, une rencontre de parrains, j'appelle ça la rencontre des parrains, qu'ils discutent de comment mettre en route ce type d'atelier dans les écoles, parce que c'est le plus facile, les gosses ils sont obligés d'y être. C'est donc cette négociation avec l'éducation nationale pour pouvoir commencer déjà, comme les nouveaux manuels, avoir aussi sa part de participation dans ce qui fait la tête des petits Sénégalais. Parce que c'est pas prêt de partir, elle est là, cette vie-là, ce mode de vie, d'être, de réflexion, de comportement, il existe et il est là. Et il ne partira pas parce que le monde entier est hip-hop aujourd'hui. Non? Il reste deux questions. Bon, il n'y a pas votre camarade qui a une question, mais je vais prendre celle-là et après aller là-bas. Et après, ouais, toi, t'es déjà passé. Bon, on va rediscuter dehors, là, je suis open. Non, mais c'était juste une parenthèse. Parce que non, tu ne peux pas prendre la parole comme ça. On n'est pas sous l'arbre. Merci beaucoup, ça. Et bien, si tu as une question, tu la poses dans un micro. Merci. On dit que le rapport doit dans un micro. J'ai dit dans un micro. Allez-y. Monsieur Sarr, je vous en prie. Moi, j'aimerais juste trouver une solution. Moi, la question que je vous pose, c'est aujourd'hui, à part le politique, le religieux, la chronique sociale, quels sont les espaces que l'hip-hop investit? Notre vie ne se limite pas au politique, au religieux. Aujourd'hui, on est dans une œuvre de décolonisation mondiale, quelque part, on va dire pour nous qui vivons dans ce monde-là. Est-ce que l'hip-hop nous parle assez de nos cosmogonie, de nos cultures? Parce qu'aujourd'hui, c'est d'autres espaces. J'ai l'impression que l'hip-hop s'est cantonné sur certains espaces. Le discours, même s'il se renouvelle sur le point de vue religieux, l'hip-hop a été très critique avec Rabagno qui parlait des imams, par exemple. Après, le discours s'est renouvelé, c'est ce que Simon vient de dire. On a creusé un peu plus dans le soufisme. Mais en dehors de ça, la vie ne se limite pas à la religion. Je veux dire, il y a d'autres espaces. Qu'est-ce que l'hip-hop nous dit sur ces autres espaces-là? On vit dans une société sénégalaise où si tu n'es pas musulman, tu n'es pas chrétien, tu es athée, voilà, tu es Satan. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'hip-hop nous dit sur justement ces autres espaces de spiritualité qui ne sont pas forcément liés aux religieux monothéistes encadrés? Ce que je voulais dire est autre chose. Je trouve que l'hip-hop aussi, merci beaucoup, je trouve que l'hip-hop a fait un travail énorme sur l'oralité. Effectivement, c'est parce que si l'hip-hop s'est bien développé dans nos pays, c'est parce qu'ils ont trouvé une culture orale forte. L'hip-hop a su faire le travail de la vie en Wolof, ce qui a été énorme, fort, et les autres langues. Voilà, c'est la question que je pose. Merci. Écoute, ce qui est un peu l'originel, c'est la bagarre partout pour que l'originel trouve sa place au milieu de tout ça.
c'est devenu tellement dangereux de dire même que l'islam a été aussi une religion apportée dans une forme de colonisation. On ne l'accepte même pas. On a des formules, toutes sortes de formules pour dire ça. Donc, quelle place faire au milieu de tout ça pour... je ne vais même pas utiliser l'animisme pour l'originel, qui avait aussi résolu énormément de choses dans l'apprentissage, dans la transmission, dans la démocratie. Bon, moi je suis de là, donc je peux dire qu'on est là-dessus, on est des champions. Chez nous, le cercle de débat, il est composé de toutes les couches. On ne peut pas avoir un débat qui concerne les choses de la société si on n'a pas trouvé quelqu'un avec une invalidité, donc un handicapé, une femme, un homme, un vieux, un jeune. La réunion ne peut pas commencer. Elle doit être représentée par tout le monde. Et ça, c'est depuis les années Saint-Glinglin. Et c'est toujours là, c'est pas parti. Et ce sont des champions de réunion pour tout. Mais au moins, il y a cette volonté de dire, et voilà la manière dont elle doit se dérouler. Cette place-là, si elle existe dans une ethnie, et peut-être dans d'autres, probablement, qui, encore une fois, doit revenir à une sorte de... comment j'allais dire, une charte de fonctionnement que nous sommes. Qui? La responsabilité, elle revient à qui? Si dans le hip-hop, où on compte sur eux pour remuer tout et réfléchir à ça, même eux ont besoin d'un espace où s'asseoir à un moment donné et réfléchir. Et se dire, bon, on s'en compte, c'est pas pour parler du festival de tel, de la subvention, ou de rencontrer le nouveau ministre. Ce sera pour parler de choses comme ça qu'on doit retransmettre. Il faut à un moment donné ce type de conscience-là, que l'on va imposer à ce qu'on appelle les leaders, que j'appelle les parents. Et ces parents-là, bon, ils ont des vies, hein, fine, mais ils ont aussi la responsabilité de diriger quelque chose qui normalement n'a pas de dirigeant. Donc c'est très particulier tout ça, mais on est obligé d'admettre qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des gens qui se décident en créant quelque chose. Et qui reviennent à Yoanima, justement, parce qu'on peut rassembler des gens dans une cour et faire des comptes, discuter, avoir un échange, comme ça s'est toujours fait avant. Et qu'il n'y avait aucune formalisation, c'était juste une logique normale d'échange entre êtres humains qui ont des choses à s'apporter, les uns en ayant plus besoin que les autres, à cause de leur âge, à cause de ceci ou à cause de cela, mais aussi l'endroit où on les écoutait, pour être surpris par ce que les jeunes pouvaient penser. Et se dire, ah, finalement, ok, c'est peut-être un peu rigide comme ça, parce que les gosses commencent à penser qu'il faut le faire différemment. Et là, négocier, justement, les nouvelles manières de faire évoluer le truc. On revient encore une fois à la même problématique de cette zone de transmission. You know? Et tu as décidé du jour au lendemain, toi particulièrement, de sortir de ta zone de performance et de création en te disant, je vais dans une école formelle pour donner quelque chose de différent. Tout seul, comme un grand, parce que dans ta tête, tu te dis, non, je fais pourquoi? Et c'est la question à poser à chacun d'eux. À un moment donné, un artiste, il est face à son miroir et il dit, qu'est-ce que je fais? Et pour qui? C'est qui les audiences? Mais si tu suis les trucs là, les endroits, les avions, les musées et les trucs, il y a plein d'artistes qui reviennent à l'individualité parce qu'ils ne parlent que d'eux. Et ils sont dans le mainstream, ils sont dans les théories, ils sont dans les trucs. Ils ont un travail fort, mais qui ne sert à rien sur des murs, dans des bouquins consignés. Parce que les personnes à qui ils s'adressent n'ont pas accès. Encore une fois. Dernière question? Madame. Merci pour le plaisir et le privilège et l'opportunité de poser la dernière question. Alors, moi j'avais une question concernant les femmes. Je m'intéresse à la représentativité des femmes. Est-ce que les thèmes abordés par les hip-hoppers sont différents des thèmes abordés par les femmes rappeuses, par exemple? Je suppose quand même que rapper, c'est quand même s'adresser à un public, c'est transmettre aussi un message.
Et ma deuxième question concerne les lieux de pouvoir, finalement. Si on se retrouve à Royal Academy pour parler du rap, est-ce qu'il est légitime de parler du rap lorsqu'on sait que c'est d'abord une musique de transgression sociale et que ce n'est pas forcément le jeune de Colobane qui est ici? C'est un peu comme si on voulait changer le Sénégal et qu'on se retrouvait à l'Institut français. Alors ma question c'est ça. Est-ce qu'on est légitime pour parler du rap au Sénégal en étant dans un espace qui serait plutôt un espace élitiste? Les femmes, elles aimeraient bien qu'on les appelle juste performers, rappeuses ou danseuses ou quoi que ce soit, et pas femmes rappeuses. Et pas qu'on met toujours femmes devant ou derrière la performance. Ça, elles aimeraient bien déjà. Mais c'est vrai que vu leur nombre, comme on les compte sur les doigts, tout de suite, le fait qu'elles soient des femmes, effectivement, entre en compte. Les femmes, elles sont l'objet du désir depuis toujours. Plus jeunes, elles peuvent avoir accès à la technique, au concert, accrocher à un frère, à une sœur. Il y a toujours un moment de liberté très intense jusqu'à ce qu'on arrive à l'âge de la puberté. Et là, dans l'orée de devenir une femme, on commence à inquiéter. Parce qu'on peut tomber enceinte, il y a toutes les craintes liées à la vie du corps frêle d'une femme qui commence à se mettre en jeu. Et j'ai l'impression que c'est pas qu'on veut pas, mais c'est tellement dangereux dehors que pour sa fille, c'est pas la vie qu'il faut. Même quelqu'un comme moi qui est très open mind et qui a beaucoup regretté que mes parents n'aient pas laissé mes talents aller jusqu'au bout, je n'ai mis au monde que des filles. Et je les observe en me disant, bon, il faut que j'en choisisse une là, pour prendre le relais. Et je vois qu'elles ne sont pas intéressées du tout. Autant elles ont un répertoire full dans tous les sens, mais Dia les appelle des Kardashians. Parce qu'elles vivent dans un univers féminin où elles se copient, où elles deviennent des Kardashians kind of. Et où le hip-hop est vraiment, quelle que soit la forme d'ailleurs, la danse ou autre chose, devient trop éloigné ce rôle qu'on a martelé dans leur tête depuis le manuel scolaire jusqu'à maintenant. Donc ça devient très difficile pour les jeunes papas là, qui sont eux-mêmes dans le hip-hop, et que je ne suis pas très sûre pourraient nous en offrir une et nous en faire une tueuse dans 10 ans comme une bonne performance, danseuse ou rappeuse. À ce moment-là, c'est là où l'individualité se prononce vraiment. Les filles qui ont traversé la barrière, qui sont arrivées, qui ont un groupe, qui sont bien, qui sont du flow, qui sont vraiment complètes pour être des super vraiment artistes, elles, à un moment donné, ben, voilà l'amour qui toque à la porte et c'est toujours le premier choix. Elles choisissent toujours le bonhomme face à la carrière. Toujours. Et parfois, c'est bon, on pousse un peu le mari, même s'il est un peu d'accord. C'est « Oh, tu fais ton petit rap de journée, mais s'il faut attendre jusqu'à 4h du matin pour monter sur scène, c'est problématique. S'il y a un enfant, c'est encore plus problématique. Et s'il y a une belle-mère, c'est mort. » S'il y a une belle-mère, un beau-père, une famille, d'ici que la famille soit d'une confrérie particulière, c'est fini. Il faut ajouter un voile. Donc c'est devenu... on se pose la question, hein. Ina, elle est très méchante, elle lance les pics à toutes celles qui viennent se marier là. Ça veut dire que ton mari là, il n'a qu'à nous laisser, nous on travaille, mais voilà, on en rit et ça ne rate pas. Et pourtant, c'est elles qui ont des choses à dire. Elles n'écrivent même pas des paroles qu'elles pourraient donner à un garçon pour dire leurs mots. Aussi elles écrivent. Elles donnent à qui? Elles écrivent, elles posent, elles font un recueil de poèmes. Il y a des moments où elles écrivent. Et quand tu dis si elles écrivent, c'est que c'est parce qu'elles ne savent pas écrire. Oui, non, beaucoup ne savent pas écrire. Celles en fait qui ont du dégagement pour venir sur scène, ce sont des hommes qui écrivent pour elles. Mais le hip-hop ne questionne pas ça non plus. Le hip-hop ne questionne pas qu'il écrit pour des femmes, qu'il les fait monter sur scène et qu'il leur dit « Ouais, il tout le qui leur crie dessus en leur disant où aller, comment faire, comment rapper. Le hip-hop masculin ne le critique pas non plus. C'est déjà un tellement grand privilège de les avoir sur scène qu'après,
behind the scenes, ce qu'il y a derrière le rideau, on ne veut plus le questionner, on ferme aussi l'oreille. Quand ils ne les draguent pas et les épousent eux-mêmes, les voilà là. On vous voit. Mouna aurait dit Dieu vous voit. Vous voyez donc, le serpent il mord toujours sa queue. On arrive à un moment, le truc fait comme ça, on ne peut pas en sortir, on boit un thé, on va dormir. C'est trop, la tête chauffe et puis on ne peut pas régler ça. Et après, on demande même à des gens tout à fait ordinaires, est-ce que votre fille peut, si elle a envie d'être une performer, être formée, être encadrée et monter sur une scène? On pense à tous les dangers d'une carrière d'entre oh là là, non, c'est pas la chose qu'on soutiendrait pour son enfant. Pourquoi ce n'est pas le cas dans le Mbala, par exemple, où il y a beaucoup de femmes qui font carrière, même mariées? Oui, parce que dans le Mbala, tu sors ou d'une souche griotique qui fait ça depuis toujours et où it's okay, ou tu as épousé quelqu'un d'une souche griotique, qui est le musicien du band, qui t'a formé à ta voix, etc., et qui tourne avec toi. Et quand tu as fini, il te met dans la voiture, on rentre. Le résultat est le même. En plus, dans le Mbala, tu vois, comme avant de dire, on a besoin d'inclinate. Il n'y a pas de parole. On a surtout besoin de gagne-pain et qu'on a des rôles modèles dans le Mbala qui ont fait et qui ont ramené de l'argent à la maison. Alors que dans le rap, personne n'a ramené quelque chose. Donc du coup, ça devient un problème, comme Fatou l'a dit, pour les parents de dire, ok, je n'ai pas vu un modèle qui a été rappeuse et que maintenant, elle a construit sa maison. Parce que c'est ce qu'on voit, c'est toujours, souvent, une question d'argent. On disait de Osna qu'avant, les hommes ne dansaient pas, que c'était les femmes qui dansaient. Et les hommes sont rentrés dans le business parce qu'il y a de l'argent. Donc maintenant, un homme peut savoir le danser comme une nana et tout, parce qu'il ramène de l'argent à la maison. Donc dès qu'il y a un peu plus de flou, c'est bon. Oui, je l'ai donné lui 2 fois, mais parce que lui et moi, on est de la même maison. Cette question, elle m'intéresse en fait. Enseigner à... Oui, c'est sur les femmes en fait, parce que j'ai une petite expérience là-dessus, et là, on travaille sur ça. Mais personnellement, même moi, en tant que je m'appelle toujours que je suis trop misogyne pour d'autres, je ne partage pas ça en tout cas. Mais souvent, par exemple, sur les femmes, moi je me mets à la place de mon producteur, quelqu'un qui fait le projet sur les femmes, etc. Mais en ce moment, j'ai un gros problème. Je travaille avec 4 artistes, les 2 viennent de se marier. J'ai un projet avec eux à partir de mai 2018, exactement dans 9 mois. Et j'étais au bureau comme ça avec mes collègues, on rigolait. Je dis, mais écoute, on est au Sénégal, si tu te maries au mois de janvier, au mois de septembre, tu vas avoir peut-être une femme, à 80% ça fonctionne comme ça. Et j'avais peur aussi qu'on taxe le sexisme, tu vois. Alors que ça, on parle d'affaires, on parle de business. Et là, je me suis rendu compte, en fait, le problème des femmes, c'est même pas simplement par rapport à leur corps, tous ces mots féministes, c'est en fait un choix. Tous ces mots? Oui, je me dis tous ces mots, misogynie, sexisme, etc. Je veux dire. Non, c'est bon dans mon sens, je ne suis pas en train de dire. Je voulais dire juste que le problème, en fait, elle n'arrive pas à faire un choix d'abord. Je ne parle même pas de l'entourage familial ou autre, mais déjà d'accepter d'être artiste. Parce que être artiste, ça a aussi incombe des responsabilités. C'est-à-dire que tu sais très bien qu'on est en tournée au mois de mai. Et là, tu viens de te marier. Si tu acceptes d'avoir un enfant, ça c'est toi qui dois l'assumer. Après, elles disent rien. Elles osent signer le contrat et puis elles disent rien. Arrivé au pays là, l'enfant est là et bon, comme moi, je ne sais pas gérer ces histoires. Donc j'ai posé ça au bureau, mais ça m'a un peu, faire. J'ai réfléchi à ça, j'ai dit en réalité. C'est pas forcément que les gens les regardent de l'autre, etc., mais elles aussi, bon, après elles sont jeunes et tout, elles n'ont pas toute la même mise de la... Talent brut, elles ne savent pas ce qu'est un artiste, elles ne connaissent pas le cheminement, elles ne savent pas ce que c'est que les droits d'auteur. Il y a tout un... Tu vois, on n'est pas performer du jour au lendemain, on peut dire qu'on est rappeur localement chez soi, mais quand on commence à rentrer dans des gammes de performance, de voyage, de contrat, il y a tout un monde. Et là où je suis d'accord avec toi sur l'expression misogyne, c'est que dans le rap sénégalais, les femmes qui rappent, entre guillemets, comme les mecs, sont les plus agressives. Je parle au niveau du flow, en fait, surtout. Je parle pas des thématiques. Qui montrent qu'elles peuvent être des garçons.
Ah bon, ils font semblant de montrer ça aux autres. Je ne sais pas si c'est dans le imaginaire ou pas. Moi, j'observe juste ça. Le professeur dicte un peu son rythme. Quand tu dis tu fais comme ça, il te dit non, c'est comme ça. Et si c'est un homme, tu rappes comme lui. Et c'était ses camarades de last one? Ou bien tu as fini? Tu veux plus? Je voulais juste intervenir par rapport à l'autre partie de sa question. Ah oui, pour le lieu. Doucement. Tu travailles ici, tu ne peux pas répondre. On t'a pas donné la parole. Doucement. Madame, qu'est-ce que vous avez raison à dire? Mais maintenant, la fonction de raw material, par contre, c'est que raw material, c'est midtown. Il est à l'intersection territoriale. L'accès ici, il est possible, il est facile. Il n'est pas au centre-ville là-bas. Et ici, là, c'est nous-mêmes qui avons mis cet espace-là ici. Ce n'est pas géré par la France, par les États-Unis. C'est un endroit, c'est l'idée d'une Africaine qui se bat toute l'année à chercher de quoi payer l'électricité pour qu'il y ait un espace qui existe. Maintenant, il faut qu'à un moment donné, on intègre juste dans la transmission, qu'on dise aux jeunes, il y a un endroit où il y a du savoir, où il y a des activités, où on peut vous accompagner, où on peut vous apprendre l'anglais, machin. Ici, on peut tout faire. Allez-y, ou qu'on les accompagne, qu'on les y emmène, presque de force, qu'on crée vraiment cette synergie pour casser une habitude qu'ils ont à penser que bon, tous ces lieux-là, dès qu'il y a des lumières, voilà, c'est pas un humain, c'est pas possible, c'est pas pour eux. Donc c'est un problème de communication avec les gens pour qui c'est décidé. C'est tout ce que c'est. Et ces gens-là, encore une fois, il faut qu'on les invente. Ceux qui font le va-et-vient entre les différents espaces, les temps pour savoir, et le public auquel c'est destiné. Mais ce n'est pas élitiste du tout ici, c'est chez nous. Adia? Oui. Ok. Bon, je vais juste donner un exemple, puisque tu as dit déjà l'essentiel. C'est par rapport au travail d'un des fellows, par exemple, qui est très intéressé par la dramatisation des savoirs. Donc, tout à l'heure, je l'ai poussé, je lui ai dit, il faut que tu en parles, mais il a parlé d'autre chose. C'est quoi la dramatisation des savoirs? C'est un mot qui nous fait peur. Donc, tout à l'heure, on parlait d'un trou béant. Cette ligne raide-là, le fait qu'on manque d'acteurs qui vont faire le pont entre... Donc, si vous voulez, toute cette sphère académique, etc., et le peuple, ce qu'on appelle le peuple. Donc, ceux qui n'ont pas accès à ce genre de savoir-là. Donc, les gens qui font ce pont-là, lui, il en fait partie. Et le projet avec lequel il a postulé est un projet qui est essentiellement sur ça. Le fait qu'il soit là, c'est d'exposer son projet à ses collègues et aussi à des professionnels qui ont eu à travailler dans le milieu hip-hop depuis des années. Katie tout à l'heure a dit qu'il est dans l'hip-hop depuis 25 ans. Donc ces gens-là peuvent lui apporter des outils afin qu'il puisse développer ce projet. Maintenant, le futur du projet, c'est ça justement, c'est contribuer à amener tout ce qui n'est pas accessible vers les gens qui en ont le plus besoin. Donc je pense que le fait d'avoir ces espaces-là, ça aide beaucoup. On n'est peut-être pas à Guédiawaye, mais on contribue beaucoup à ce qui pourrait se passer à Guédiawaye demain. Et voilà, donc je pense qu'elle a dit l'essentiel, juste pour rebondir sur ça et un peu parler de la légitimité de ces espaces-là et du travail qu'ils font. Okay, end of the session, right? Yes. Oh, il y a lui là. C'est toi qui wrap up? Bon, merci d'être venu, vraiment. C'était bien.